Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, du moins pour l'instant, mais après évidemment, bien bande de fiefs et gredins, vous pourrez vous livrer à toute autre forme de plaisir qu'il vous plaira. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous propose de placer cet épisode sous l'égide d'une leçon très importante que nous a transmis le réalisateur Ty West avec ce troisième film de sa trilogie X, j'ai nommé Maxine, à savoir que recoucher avec son ex, ça peut sembler être une bonne idée, mais que la plupart du temps, c'est vachement moins bien que dans notre souvenir. Je suis déçu, mesdames et messieurs, je suis carrément, même franchement déçu, puisque j'avais été plutôt emballé par les deux premiers opus de cette trilogie, donc par le premier, X, et surtout par Pearl, et je vous propose que l'on revienne un petit peu sur ces deux films, avant d'aborder le cas particulier de Maxine, et pourquoi est-ce que je trouve que justement ce qui faisait la réussite de l'approche esthétique de Ty West dans ces deux premiers opus cause la défaite esthétique de Ty West dans ce troisième opus, Maxine. Ty West, j'aime à le classer dans une expression, alors je ne sais pas du tout si cette expression est canonique dans la littérature critique sur le cinéma, mais moi j'appelle ça un cinéaste de mash-up. C'est-à-dire un cinéaste qui fait reposer son approche esthétique sur l'abondance de références à d'autres films, références qu'il s'attend à ce que le spectateur ait déjà, pour pouvoir tranquillement s'amuser à les détourner. Et moi je trouve que c'est une manière de faire du cinéma qui est extrêmement ludique et extrêmement agréable pour un spectateur, a fortiori évidemment pour un spectateur cinéphile, parce que ça crée un dialogue, un amusement commun entre le réalisateur et le spectateur. Dans X, par exemple, qui reprend très clairement toute l'esthétique de Massacre à la tronçonneuse et toute la construction narrative typique du slasher des années 70, pardon, avec un groupe de jeunes adultes, adolescents, qui se livrent à la fornication, n'est-ce pas, au péché de chair, et qui vont donc être punis par des tueurs. Donc on est vraiment, vous voyez, sur une mouture extrêmement classique de ce genre de film. Et ben on va introduire un petit élément de dissonance, à savoir que les tueurs qui vont s'en prendre à cette bande de jeunes pêcheurs ne le font pas pour les punir, mais bien au contraire parce qu'ils aimeraient être à leur place. Donc ça nous permet de reprendre le même code et de détourner l'analyse, on va dire, théologico-puritaine que l'on a pu faire sur le slasher américain des années 70 pour introduire une autre forme d'analyse, une autre forme de symbolique, beaucoup plus psychologique, psychanalytique même, avec la pulsion du refoulé, etc. Ce qui permet, je trouve, de revigorer des formes, des symboles que l'on connaît déjà de manière hyper enthousiasmante. Moi, j'avais été plutôt enthousiasmé par X, justement de cette façon-là, pour ces raisons-là. Et alors, Pearl, ça a été, moi je trouve, le tour de force. Parce que la même recette, exactement la même, surabondance de références, cette fois au cinéma Technicolor, donc manière typique de poser ses cadres, manière typique de travailler la couleur, manière typique de faire parler ses personnages, de les habiller, etc. Et en faire un pur slasher, à nouveau psychologique, à nouveau sur la pulsion du refoulé, et travailler cette idée extrêmement intéressante, surtout pour ce type de film, qui sont quand même une espèce de gloire absolue au rêve américain, au fait qu'il faut rêver sa vie, se battre pour ses rêves, etc., etc. Et là, montrer que c'est justement la poursuite de ce rêve impossible qui fait sombrer le personnage dans la folie. Comme si le monde Technicolor, qui est le monde faux du cinéma par excellence, était la cause de la souffrance que ressentait le personnage, et que c'est parce qu'elle ne pouvait pas s'adapter à ce cadre qu'on lui imposait, qu'elle allait finir par devenir la tueuse froide, méthodique et ô combien frustrée sexuellement que l'on allait découvrir dans X, puisque Pearl est évidemment un préquel à X. Donc, moi j'étais super emballé. J'avais adoré ces deux films, je ne trouvais pas du tout que c'était une forme de paresse, que c'était une manière de pré-mâcher des films en se basant sur des références universelles, et que donc du coup ça nous permettait de créer un film à peu de frais en sachant que le spectateur allait l'apprécier de toute façon puisqu'il avait déjà tous les codes. Je ne pense pas que l'usage abusif de références quand on travaille une esthétique du mashup, comme peut le faire un réalisateur comme Tarantino ou comme Xavier Dolan aussi d'une certaine manière, je ne pense pas que c'est une manière de s'empêcher de faire de la mise en scène par paresse. Je pense que c'est au contraire une façon de construire une esthétique spécifique basée sur un dialogue commun, sur une forme d'horizontalité finalement entre le metteur en scène et le spectateur. Alors ça ne veut pas dire que cette esthétique est supérieure à d'autres esthétiques, mais je trouve que c'est une esthétique
amusante, joviale, ludique, qui nous fait quasi toujours, lorsque c'est bien fait, passer un bon moment, et qui est surtout assez typique de l'époque, j'ai l'impression, a fortiori, maintenant que nous vivons à l'ère des images produites par Internet. On pourrait faire un parallèle intéressant, c'est pas le sujet, mais je fais une mini parenthèse là-dessus. On pourrait faire un parallèle très intéressant entre l'esthétique et la popularisation d'une esthétique du mashup et l'essor de la culture des mèmes. Par exemple, comment est-ce que l'on détourne les images préexistantes pour en tirer autre chose, et comment est-ce que, parce que le spectateur a déjà la référence, on peut se permettre de la détourner et donc d'entretenir un dialogue à plusieurs niveaux avec lui. Voilà, donc je trouve pas du tout que ce soit de la paresse, et je trouve que c'est une attaque un peu gratuite que l'on fait à ce type de réalisateur. Maintenant, cela étant posé, maintenant qu'on a un petit peu défendu et dit que X et Pearl c'était quand même vachement bien, surtout Pearl, parce que ce que fait Mia Goth, notamment dans ce film, c'est assez exceptionnel, je trouve, puisque tout le travail de Ty West dans cette trilogie, s'il vous faut absolument une esthétique spécifique, voilà, une bande de pisse froid qui considérait que la mise en scène ludique c'est pas suffisant, je pense que l'entreprise esthétique, pour parler avec des grands mots, de Ty West dans la trilogie X, c'est très clairement de faire de Mia Goth une icône. Il a vu en elle une icône lorsqu'il l'a castée, et il s'est dit, il faut que je fasse une trilogie entière autour de cette femme, dont le corps, dont la manière de jouer, dont le visage sont des purs objets de cinéma qu'il convient de glorifier. Mais alors, d'où vient cette déception, finalement? Puisque, voilà, là je viens de le dire, Maxine est dans la continuité du travail d'iconisation de Mia Goth, qui est, à mon avis, le projet esthétique principal de Ty West à travers ces 3 films. J'ai été déçu, pourquoi ? J'ai été déçu parce que je pense que la technique du cinéma de mashup ne fonctionne pas pour tous les registres de films. Ça fonctionne particulièrement bien lorsque le genre auquel on s'attaque est extrêmement codifié. Je pense notamment au slasher, je pense à la comédie romantique, je pense aux films d'exploitation. Là, ça fonctionne extrêmement bien. Parce que ces films reposent sur des codes. Reposent quasi exclusivement sur des codes, et il est très très rare que des films, justement, essayent d'en créer de nouveaux. Des codes. Donc là, on peut vraiment se reposer sur quelque chose, et on peut les détourner gentiment, puisqu'il ne s'agit pas de les révolutionner, mais simplement de les détourner pour créer un jeu. Encore une fois, pour moi, c'est une approche strictement ludique, et ça marche. Ça marche parce que on n'attend pas d'un slasher qu'il soit autre chose qu'un slasher. Un slasher, c'est une série B. Voilà, on se dit pas que le slasher, il va finir aux Oscars du meilleur film, etc., parce que il va révolutionner une approche narrative, psychologique ou esthétique de quoi que ce soit. C'est pas du tout ce qu'on attend de ce genre de film. Donc, travailler exclusivement sur des codes préexistants et les détourner, ça fonctionne, ça marche, c'est marrant, on passe un bon moment. Mais avec Maxine, il s'est attaqué à un autre registre, à un autre trope de scénario, qu'on a vu illustré dans tout un tas de films, qui est en gros, si vous voulez, cette idée que Hollywood est la maison du diable. Voilà, cette espèce de manière, en fait, de considérer que Los Angeles, que le rêve de cinéma, le rêve d'être une star, etc., c'est quelque chose qui ne peut que détruire les âmes. Alors, abordé de manière plus ou moins métaphorique, évidemment, suivant les films. Et donc, il reprend à bras-le-corps ce qui est typique, ce qui est un trope de scénario, mais vraiment extrêmement connu dans le cinéma américain, notamment. Sauf que problème parce que il y a beaucoup de films, là encore, hein, comme il y a eu plein de slashers avant X et Pearl, il y a beaucoup de films qui ont traité cette question du Hollywood, maison du mal, etc. Mais les metteurs en scène qui ont traité cette question sont considérés aujourd'hui comme étant parmi les meilleurs metteurs en scène de tous les temps, et comme ayant produit des films qui sont considérés objectivement, au-delà d'un genre spécifique, comme étant des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Je pense notamment à 2 films, à savoir Sunset Boulevard, Boulevard du Crépuscule, et évidemment, dans son occurrence la plus récente, Mulholland Drive de David Lynch. Voilà, dans des registres assez différents les deux, mais qui reprennent au centre de la construction du scénario cette idée que Hollywood détruit les âmes. Ah bah je suis désolé, mais faire un hommage à Wes Craven et s'amuser des références des slashers, ou à Toby Hooper évidemment, dans X, se moquer un peu du Technicolor dans Pearl, et reprendre les codes de Sunset Boulevard et Mulholland Drive, on joue pas exactement dans la même cour,
Ouais, je sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que là, détourner ce type de codes qui ont été poussés extrêmement loin et avec des registres extrêmement différents, euh, apporter sa propre patte dans ce type de film, avec ce type de message et ce type d'univers, ça va être beaucoup plus compliqué. Et le fait est que je pense que Ty West le sait. Il le sait, il sait que de toute façon, il ne pourra pas faire mieux que ces deux références-là. Alors je sais pas si c'est spécifiquement les références qu'il avait, en tout cas moi c'est deux films auxquels j'ai pensé tout de suite. Et lui évidemment il a dû plutôt faire référence dans son travail à des films, parce qu'il les a cités en interview, des films de série B sur cette question. Je pense notamment à Angel de Robert O'Neill, qui est un film, quand vous regardez les images de Angel, c'est quasiment les mêmes plans que dans Maxine, avec les mêmes couleurs, les personnages sont habillés pareil, sont coiffés pareil, donc vraiment je pense qu'il fait plutôt référence lui à ce type de film-là, donc vraiment la série B, gore, un peu la manière dont le cinéma américain a essayé de réintroduire le giallo, donc le giallo registre horrifique de genre italien, auquel a notamment, dont les lettres de noblesse ont notamment été écrites par Dario Argento, esthétique d'ailleurs que Maxine reprend à son compte, notamment dans l'éclairage, et avec des petits détails comme les couteaux, les mains gantées, etc. etc. Et pour reprendre un vocabulaire de fan de vidéoclub, ce qu'est très clairement Ty West, je pense qu'il s'est dit qu'il ne pourrait jamais faire une série A. Donc on va pas refaire un cours d'histoire sur la distinction entre la série B et la série A, mais en gros, il pourra jamais faire Mulholland Drive ou Sunset Boulevard, donc il va faire Angel de Robert O'Neill, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas se mesurer à de tels monuments, et que c'est pas nécessairement ce qu'il a envie de faire, puisque lui, il a envie de jouer avec des codes. Sauf que ces codes ont déjà été dépassés par des cinéastes qui, là pour le coup, Billy Wilder et Lynch, on peut quand même dire, même si j'aime bien Ty West, que ce sont des meilleurs metteurs en scène que Ty West. Et donc il va faire quelque chose d'assez finalement logique, considérant là d'où il vient et le type d'esthétique qu'il a envie de développer, c'est qu'il va pas du tout aller vers une espèce de mélancolie infernale, je vais le dire comme ça, parce que donc, des films comme donc Sunset Boulevard et Mulholland Drive sont des films qui sont assez tristes, en fait, qui sont sombres, qui sont vraiment dans une espèce de réflexion presque métaphysique sur qu'est-ce qu'une star, est-ce que vraiment une star, ça vaut le coup d'en être une, est-ce qu'on peut vraiment réussir sans vendre son âme, etc. Ty West, il choisit finalement une approche, on va dire, moins littéraire, moins académique, moins poétique. On va rendre le film rock. Voilà. Et très clairement, l'esthétique rock, qui est à la fois travaillée dans la musique, dans la manière qu'a le personnage de Mia Goth, donc Maxine Minx, de s'habiller, etc., c'est aussi une façon de se dire, moi j'ai pas du tout envie, entre guillemets, de me prendre la tête avec le sujet, moi je suis pas là pour produire une réflexion esthétique, métaphysique, sur qu'est-ce qu'Hollywood, est-ce que la machine à rêve, en fait, ce serait pas la machine à cauchemar, etc. Nous, on est là pour se marrer. Ok, pourquoi pas. Mais est-ce qu'on se marre vraiment, en fait ? Est-ce que vraiment, ce qu'a à nous raconter Maxine est si intéressant que ça ? Parce que moi, je me marrais dans X et Pearl, justement parce que ça reprenait des codes de films qui étaient faits pour s'amuser, qui étaient des purs divertissements. Là, on est sur un sujet qui a été traité par des films qui ne se considèrent pas comme des divertissements, mais qui, au contraire, ont porté ce sujet au rang de sujet artistique majeur du cinéma américain. Et quand tu abordes un sujet qui a été réfléchi à ce point, dans le détail, à la fois dans le fond et dans la forme, par des metteurs en scène, vouloir reprendre cette esthétique-là et finalement n'en faire pas grand-chose, sinon une espèce de série Z. Moi, c'est ce que j'avais noté dans mes notes. J'avais dit, qu'est-ce que Maxine ? C'est Mulholland Drive en série Z. Et il y a vraiment un peu de ça. C'est-à-dire que on va prendre tous ces sujets-là, qui sont des sujets passionnants, enfin, a fortiori pour quelqu'un qui est cinéphile comme moi et qui est réalisateur, le fait de se questionner sur la fabrique à rêve d'Hollywood, ce sont des sujets qui sont passionnants, et ce sont des sujets que Ty West ne veut pas traiter. Il ne veut pas traiter, il veut simplement les prendre comme décorum, faire quelques scènes. Voilà, moi je pense notamment à une scène qui est filmée au caméscope, où on est dans une espèce de maison, voilà, avec des gens qui sont enchaînés dans des placards, les yeux bandés, etc. C'est une esthétique typiquement lynchienne. Là, on est sur une scène purement cauchemardesque,
qui nous raconte quelque chose de la place de la femme dans Hollywood, de la manière dont les hommes vont traiter les femmes, dont ils vont se les approprier, à quel point est-ce qu'ils vont les réduire au statut d'objet, ce qui est une question qui est travaillée d'ailleurs dans le film, avec cette idée du moulage. Le personnage de Maxine, il y a tout un fil conducteur avec le fait qu'on lui fait des prothèses, et donc qu'on crée une version d'elle qui est vide, ce qui est littéralement le cas d'un masque en fait, hein. On lui met du plâtre pour avoir son visage mais sans son âme à l'intérieur. Donc cette question est filée esthétiquement dans le film, mais cette question n'est pas traitée. C'est-à-dire qu'elle est utilisée pour créer des scènes qui sont angoissantes et qui sont les plus intéressantes du film, puisque ça nous parle de comment est-ce que tout est vide à Hollywood et qu'il n'y a que de la façade, et qu'en fait, ce n'est pas que Hollywood dévore notre âme, c'est qu'il n'y a pas d'âme à Hollywood. Tous les acteurs sont des masques, enfin des masques que l'on utilise pour ne pas avoir à les utiliser eux. Tous les décors de cinéma sont vides, hein, il n'y a que la façade qui existe. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, et je ne sais pas quel est le sujet. Donc à un moment donné, si vous voulez passer 1 heure de film, je me demande un peu ce que je fous là. Parce que j'ai bien compris à quoi le film faisait référence, j'ai bien compris quel était voilà, le travail esthétique qu'il reconduisait sur le fait que voilà, Hollywood, ville des masques, ville de fantômes, etc. etc. Oui, mais sauf qu'en fait, le parcours du personnage de Maxine ne rentre pas du tout dans le message traditionnel de ce type d'œuvres précédentes qui ont développé ce message. Donc en fait, les références auxquelles on fait appel ne correspondent pas au parcours du personnage. Et le fait de confronter les deux, c'est-à-dire d'avoir un personnage campagnard, donc vulgaire, encore une fois j'emploie le mot vulgaire au sens de vulgos, c'est-à-dire qui est ramené à son statut de faisant partie de la populace, et donc ne pouvant pas prétendre à autre chose que ce qu'elle est, c'est-à-dire en gros une plouc, globalement, et elle veut se battre pour produire une ascension. C'est vraiment le Rastignac des années 80, Maxine Minx. Ce parcours-là, et la manière dont le personnage va affronter les différentes situations, est complètement en contradiction avec ce que les autres films référencés par Ti West ont développé. Et le fait de faire coexister ces deux ambiances, si vous voulez, complètement différentes, à savoir, on fait de la série B, voire de la série Z, et en même temps dans un univers de référence qui n'est pas du tout celui de la série B ou de la série Z, puisque c'est très sérieux, Hollywood qui réfléchit sur lui-même de façon psychanalytique, etc. Ben en fait, ça nous conduit peu à peu, dans la dernière partie du film, à une espèce de truc, mais enfin que moi je trouve complètement nanar. Ce qui n'était pas du tout le cas dans les films précédents. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir une manière de pousser les codes jusqu'à l'absurde, etc., mais ça permettait toujours de recréer de nouveaux codes. Là, il n'y a pas de nouveau code qui est créé par ce film. En fait, le détournement de ces références ne permet pas de faire jaillir de nouveaux symboles, ne permet pas de créer une nouvelle ambiance qui serait spécifique à ce film et qui ferait qu'il serait mémorable pour le spectateur. Là, on a juste des codes qui sont recrachés, suivis à la lettre, à tel point que tout est extrêmement prévisible dans le film, y compris du coup la séquence finale que moi je trouve mais abracadabrantesque de clichés et de bêtises, où il n'y a aucune réflexion autre qu'ironique sur ce qui nous est montré. Mais X et Pearl ne faisaient pas de l'ironie. C'est-à-dire que, ici, dans Maxine, il y a presque une moquerie vis-à-vis des codes qui sont employés. Moquerie parce que le personnage de Maxine est un personnage qui est combatif vis-à-vis de ces codes qu'on lui impose, qu'elle va en triompher, et que justement, comme elle ne s'y plie pas et que ces codes ne lui font pas peur, puisque Maxine est montrée comme étant un personnage vraiment ultra combatif, voire à la limite de la psychopathie à certains moments, elle ne peut avoir qu'un rapport ironique à ces choses. Ouh là là, je suis censé avoir peur du producteur, etc. Ouh là là, je suis censé avoir peur de ce qu'on va me faire en tant qu'actrice, etc. Elle a peur de rien, cette fille. Et ce rapport de drôlerie et de moquerie, puisqu'on a un personnage surpuissant par rapport aux codes qui lui sont imposés, fait qu'on en arrive à une tonalité qui n'était pas du tout celle des deux films précédents, qui prenaient vraiment très au sérieux les codes qui étaient démontrés, qui disaient non, non, moi dans X et Pearl, je fais des vrais slashers, etc. Là, en fait, on a un rapport presque parodique dans Maxine. Au lieu de reprendre les codes du Hollywood, Maison du Diable, etc., comme X et Pearl reprenaient les codes du slasher,
pour devenir eux-mêmes des grands slashers, etc., enfin grands, c'est à débattre, mais des slashers au moins très efficaces, Maxine ne veut pas devenir un énième film sur Hollywood, Maison du Diable, etc. Maxine veut être une parodie. Et une parodie pas très drôle, en plus. Ce qui me met dans une position critique qui est un peu particulière, parce que je vois très bien ce qu'il essaye de faire, Ty West. Oui, en effet, il a voulu parodier les codes, là où, dans les deux premiers films, il les détournait. Et le détournement et la parodie, c'est pas exactement le même registre. Mais sauf que, quand tu parodies quelque chose, c'est pour en rire. Bah, moi, je trouve pas que le film soit très drôle. Et si tu reconduis des codes, c'est pour que on ressente, nous, spectateurs, les émotions que ces codes nous ont procurées, à savoir, Hollywood, Maison du Diable, une forme de mélancolie, voire d'angoisse, si on prend par exemple Mulholland Drive. Je suis ni angoissé ni mélancolique devant ce film. Ce film ne fait pas peur, et ne crée même pas une sorte de vague sentiment de stress, ce qui avait pu être le cas dans les films précédents. Donc en fait, je ne sais pas ce que je suis censé ressentir, et je ne sais pas qu'est-ce que tu essayes de me dire, en fait, avec ça. Je vois bien que tu t'amuses, je vois bien que ça te fait plaisir, Ty West, de référencer tous ces films et de me parler de ce sujet-là de manière vague et lointaine pour avoir un personnage en bombers qui a un canoncier à la main et qui va exploser tous ces connards qui ont dévoré tant d'âmes de jeunes actrices avant. Mais c'est tout. Et j'en attendais plus de toi. J'en attendais plus de toi parce que tu m'avais donné plus avant. Comme quoi, il ne faut jamais recoucher avec son ex. Après, oui, évidemment, Ty West n'est pas d'un seul coup devenu une espèce de tâcheron, et il y a des choses intéressantes dans ce film. Je pense notamment à la manière dont les hommes sont systématiquement montrés en position de faiblesse et de peur vis-à-vis d'une femme, ce qui est une façon un peu, je trouve, assez intéressante de retourner tout le débat masculiniste qu'il peut y avoir en ce moment, en se moquant très clairement des masculinistes, en disant que les masculinistes sont juste des gens qui ont peur des femmes, ce qui, à mon avis, en tout cas d'un point de vue strictement psychanalytique et psychologique, peut être vrai, en tout cas jusqu'à un certain point. Il y a toute la question du traumatisme, l'idée que voilà, nous sommes dans la maison du diable et qu'en fait le diable est là pour te faire payer tes péchés et que Maxine a un péché qu'il faut qu'elle expie. Il y a toute l'ombre évidemment du Dahlia Noir qui plane sur ce film. Dahlia Noir, autre référence, cette fois histoire criminelle réelle évidemment, mais également un film, qui reprend cette mythologie du Hollywood, maison du diable, etc. Oui, mais encore une fois, on n'en fait pas grand-chose. Et là, pour le coup, contrairement aux deux films précédents, pour moi, ici, Ty West s'amuse tout seul. Et ça me rend triste. Ça me rend triste parce qu'on a vécu une belle histoire, Ty. Toi et moi, avec tes deux films précédents. Mais là, t'es parti dans un délire qui... Alors je sais pas s'il va beaucoup amuser les spectateurs, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens parlent de Maxine, en tout cas pas du tout de la même manière dont ils avaient pu parler de X et de Pearl, Pearl qui a marqué beaucoup de spectateurs au fur et à mesure qu'il a été redécouvert avec sa disponibilité en VOD. D'ailleurs, Pearl qui n'est pas sorti en France, d'ailleurs c'est dire à quel point il a pu passer inaperçu. Là, Maxine, on était peut-être tous hypés au moment de l'annonce du projet parce qu'on voulait la conclusion, mais cette conclusion qui nous a été donnée... je dirais presque qu'elle vaut pas le coup. Hein. Moi, je m'arrêterais à X et Pearl. Hein. En tout cas, voilà, c'est sous le signe de la déception que se conclut cet épisode de Dexplora, mesdames et messieurs. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a intéressé. Peut-être que d'une certaine manière, toute personne qui veut aller à Hollywood ne peut être que déçue et que finalement, au 14e degré, en fait, c'est normal que le film soit décevant. Non, je déconne. Je déconne, évidemment. Voilà, en tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé du film. Peut-être que ça fait débat. N'hésitez pas à me donner votre opinion dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à très vite pour parler encore et toujours plus de cinéma.